On va continuer sur prise en charge sur un modèle particulier qu'on met en place depuis longtemps, Clinique Lautréamont, et qui, de manière rassurante, je me dis, avec la présentation de ma consoeur, est très GPM friendly, vous allez voir. Donc c'est vrai que c'est rassurant parce que heureusement on va dans le même sens. Un point qui est super important pour moi et c'est très important les communications précédentes pour ça, c'est que pour moi les patients borderline sont les patients qui ont la plus grande souffrance psychique de tous les patients en psychiatrie. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des patients qui sont en souffrance depuis le départ, depuis leur premier jour de vie et peut-être même avant leur naissance. Et c'est vraiment ce modèle-là que je vais vous présenter, qui est ce côté, voilà, vous voyez ce modèle qui est aujourd'hui largement reconnu, et je vais vous citer quelques présentations. Premièrement, vous avez parlé d'héritabilité, et oui, il y a une héritabilité par le tempérament. J'ai eu la chance de beaucoup travailler sur des périodes de recherche il y a quelques années sur les tempéraments. Les tempéraments, on peut dire que c'est les bases génétiques, biologiques de nos traits de personnalité. Oui, il y a des bases biologiques et génétiques, et en particulier qui vont faire que certaines personnes sont plus hyper-émotifs. Et donc le tempérament cyclotimique hyper-émotif, vous le retrouverez en tapant, c'est pour ça que vous mettez tempérament cyclotimique Kochman. Allez, oui, je pense qu'on peut dire que je dois avoir un tempérament quand même assez cyclotimique, donc c'est pas faux sur la diapo. Vous allez retrouver des échelles, des questionnaires que vous pouvez utiliser. Ces mêmes patients ont un trouble de l'attachement, pour beaucoup d'entre eux. Alors évidemment, c'est toujours réductionniste de dire que c'est exactement ce modèle pour tout le monde, mais c'est vraiment des choses qu'on retrouve régulièrement. Et donc en tant que pédopsychiatre, on va avoir beaucoup de troubles de l'attachement. Et enfin, ce sont des patients qui vont avoir des traumas infantiles et qui vont ensuite souvent se poursuivre dans leur vie par des traumas dans l'adolescence, harcèlement scolaire, abus sexuels. Et donc, vous voyez, vous retrouverez, vous pouvez retrouver ça sur PubMed. C'est un des articles que j'avais créé et que j'avais coécrit avec honneur avec le professeur Akiskai, qui est l'un des grands maîtres à penser dans le trouble bipolaire, autour de ces tempéraments. Donc vous trouverez ça. Donc vous voyez, cette première étude, c'est une méta-analyse même de 13 études, qui montre qu'il y a une très forte corrélation entre les troubles de l'attachement et les troubles de la personnalité borderline. Je vais y revenir un peu plus après sur les troubles de l'attachement. Cette autre étude nous montre qu'il y a, vous avez à chaque fois les références et vous aurez les diapos sur le site de la fédération. Prédit les processus socio-éducatifs quotidiens typiques du trouble de la personnalité borderline, ces styles d'attachement. C'est-à-dire qu'en fonction du style d'attachement, le patient va jouer beaucoup sur « j'ai besoin de tester le lien en permanence, est-ce que tu m'aimes vraiment ?» C'est ça qui est derrière ce qu'on va pseudo-appeler manipulation, qui est absolument à éviter, et on est tous d'accord, je suis persuadé dans cette salle, c'est pas de la manipulation, c'est « j'ai besoin de savoir si tu m'aimes et si tu es capable de m'aimer. Et une fois que je sens que tu m'aimes, est-ce que tu vas pas m'abandonner comme les autres et comme les premières personnes, comme mes premières figures d'attachement ?» Donc il y a quelque chose qui est retrouvé très clairement dans ces études. Regardez cette étude-là aussi, elle montre quoi? Elle montre des traumas durant l'enfance, un caregiving inconsistant, là on est vraiment dans le trouble de l'attachement, les caregivers c'est les donneurs de soins, c'est la maman symbolique, surreprésentation des styles d'attachement désorganisés et préoccupés, et puis surtout on a montré que c'était fortement associé aux symptômes peur de l'abandon, sentiment et impression de vide, instabilité relationnelle. Donc vous voyez, tous ces éléments-là peuvent être tout à fait et historiquement, très exactement dans l'anamnèse du patient, déjà écrits dans les premiers moments d'attachement qu'il a dans sa vie. Et cette étude, d'ailleurs, vous pouvez la retrouver très facilement on l'a en article complet, en allant dans PubMed. Vous retrouverez l'étude que je vous invite à lire. Elle est très intéressante et elle date de cette année. Elle est sortie il y a quelques mois, cette étude. Donc, vous voyez, dans les traumas, on va avoir, regardez cette étude-là aussi, les patients borderline sont plus de 3 fois plus susceptibles de rapporter des traumas de l'enfance que non pas la population générale, mais tous les autres patients dans le service dans lesquels ils sont hospitalisés. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est comparé non pas à une personne, à un groupe témoin, mais aux autres troubles psychiatriques. Et donc c'est plus de 3 fois plus de traumas chez les patients borderline. Et également, vous voyez, le risque relatif d'avoir été victime d'abus physiques, sexuels et émotionnels est multiplié par 38
C'est énorme vous voyez, comme lien statistique, comme relation statistique. Donc on sait très bien que nos premières relations avec ce monde dans lequel on arrive, on est un petit bébé de 10 jours de vie, on a un hyperpéristatile abdominal. Évidemment, les intestins ils ne servaient pas dans le ventre de maman. On a du bruit, on a une tête qu'on ne connaît pas, on a faim, on a froid, on a mal au ventre, on est angoissé parce qu'on vient d'entendre quelque chose qu'on ne comprend pas, on est fatigué, on a la couche... Évidemment, on va pleurer 70, 100 fois par jour. Heureusement, quand on pleure 70 fois, 100 fois par jour, il y a une maman qui arrive, qui nous fait un gros câlin, qui nous tient bien au chaud dans ses bras, qui nous berce, qui nous chante des chansons, qui nous fait des poutous partout et qui nous dit « je t'aime ». Eh bien ça, c'est 40% d'entre nous dans cette salle. 60%, on n'a pas un attachement sécure. Qu'est-ce qui a foutu maman ? Pas que maman d'ailleurs, pas de maman comme personne symbolique, mais c'est vrai que ce trouble de l'attachement, on le sait très bien, c'est toutes les fondations, les spécialistes de l'attachement parlent de modèle interne opérant, c'est-à-dire c'est ce qui va opérer notre façon d'être dans la vie. Et un groupe d'études, un consortium d'études dont on ne parle pas suffisamment, je trouve, c'est les ACE, pour Adverse Childhood Events, ou Experience. C'est les comportements difficiles et traumatiques qu'on a pu avoir dans notre enfance. Maltraitance, carence affective, abus, humiliation. Et on a, avec une échelle très simple, que vous retrouverez aussi très facilement, l'échelle des expériences traumatiques de l'enfance. Vous voyez, il y a 10 questions. Moi, entre nous, je dois avoir 3 sur ce questionnaire. Je ne sais pas vous, mais vous voyez, on peut avoir un si on a par exemple, avez-vous vécu avec quelqu'un qui était alcoolique ou toxicomane? Est-ce qu'un membre du ménage est allé en prison? Là, je me rassure, je ne l'ai pas coché celui-là. Si j'étais, je sais pas, Julia Sarkozy, bah, ça va cocher. Donc, vous voyez, on est dans une situation où on a beaucoup de personnes qui ont vécu des événements comme ça, des expériences traumatiques. Et regardez ce que ça donne quand on a ce genre d'études, on s'aperçoit que le risque ensuite de présenter un diagnostic psy, une dépression, des conduites addictives est démultiplié. Regardez par exemple, si on a 3 ou plus, ou 4 par exemple et plus, eh bien le risque de souffrir d'un alcoolisme adulte, d'une dépendance à l'alcool, est une personne sur 6. Qui va se retrouver dans des problèmes d'alcool. Les risques de dépression sont démultipliés aussi. On va avoir, par exemple, le risque d'être violé plus tard. Eh bien, est multiplié, vous voyez, par énorme, c'est pas une multiplication là, mais c'est plus de 30% des personnes qui ont 4 et plus se retrouvent en situation d'abus sexuel. Donc on a des liens très étroits, les tentatives de suicide, pareil, entre ces événements difficiles de l'enfance et tous ces phénomènes-là. Et là, on est dans l'attachement. Le bébé qui s'attache avec sa maman, le bébé qui est sûr... Voilà, on a cet attachement naturel avec un enfant. Un petit bébé comme ça, on va faire « Oh, qu'il est mignon !» et on va aller dans le berceau de la dame dans le parc public de Los. Il est rare que dans un EHPAD, on fasse ça une manière de « Oh, qu'elle est mignonne !» Mais par contre, le petit bébé, le petit ourson, la petite peluche, on va avoir cet attachement évident et qui le protège dans la vie. On va avoir ce côté relationnel génial entre un papa et son enfant. Sauf que ce bébé, on l'a dit, il pleure et il a besoin d'être réconforté. Il n'y a rien de plus insupportable que de voir un bébé pleurer comme ça. On a tous, même si ce n'est pas le nôtre, envie de le réconforter, de le prendre dans les bras. Heureusement que c'est un mécanisme affectif naturel de l'être humain, et qui n'est pas que de l'être humain d'ailleurs, qui est très mammifère commun. Alors je passe très vite ce genre d'études, mais on a des très belles études aujourd'hui sur le fait qu'on pensait pendant longtemps que la génétique, on avait notre ADN une fois pour toutes. Aujourd'hui, vous avez vu et lu sûrement comme moi que l'épigénétique change tout. Notre façon d'exprimer nos gènes va changer tout au long de notre vie. À chaque émotion qu'on vit, on va méthyler différemment des millions de cellules de notre corps humain, pas seulement dans le cerveau, et dans plein d'autres endroits du corps. Et donc on va avoir ces fameuses ADN qui vont se dérouler. On peut imaginer notre fil d'ADN dans chacune de nos cellules qui fait 1,80 m de long et qui est enroulé autour de yo-yo.
des protéines histone. Et c'est juste les parties qui ne sont pas enroulées dans les yo-yo qui vont s'exprimer génétiquement. Eh bien, ces enroulages, déroulages d'ADN, ils vont changer en fonction de notre stress. Regardez par exemple le bébé qui va être réconforté tout de suite, eh bien, il va sécréter de la mélatonine, de la sérotonine, de l'ocytocine. Et ces sécrétions vont faire qu'il va y avoir des actions sur les récepteurs. Par exemple, glucocorticoïdes. Ces récepteurs vont devenir hypersensibles, et ce qui fait que la personne va devenir hypersensible aux émotions, à la vie, aux abandons. Donc vous voyez, ça s'explique par des études aujourd'hui autour des glucocorticoïdes, autour de la gestion du stress, qui va être extrêmement précise. Et regardez par exemple cette étude-là, je trouve qu'elle est super importante, parce qu'elle montre qu'un abus sexuel va modifier de manière gigantesque notre épigénétique. Tandis que quand il s'agit d'un abus physique, un seul abus physique, genre une grosse baffe qu'on a reçue dans son enfance, eh bien ça ne va pas avoir trop d'impact. Par contre, si c'est répété, ça aura un impact énorme. Il semble que, en gros, mais en tout cas cette étude, elle nous fait réfléchir là-dessus. Ce qui est dangereux dans les traumatismes de type négligence, maltraitance physique, etc., c'est que ce soit répété. C'est le cas dans l'extrême majorité des maltraitances. En revanche, un abus sexuel, et c'est la catastrophe, et ça a un impact absolument majeur pour toute la vie. Donc ça, voilà, il y a des études qui sont vachement intéressantes. Là, on voit un bébé qui est dans l'interaction avec sa maman, et là, c'est le bébé qui est évitant. La maman arrive et il évite de la voir. Donc on a, n'oublions pas, des connexions. C'est intéressant le cerveau d'un bébé. Le cerveau d'un bébé, il a 3 fois plus de neurones que nous. Il y a 300 milliards de neurones. Sauf qu'ils ne sont pas connectés au départ. Et regardez, on voit au bout de 3 mois déjà comment la connexion se fait de manière incroyable. Et au bout de 2 ans, regardez ça, c'est devenu une intrication incroyable. Donc énormément de choses, et on le sait depuis longtemps, se jouent avant 1 an, 2 ans dans la vie de ces enfants. Donc voilà, ça c'est un point important. On va avoir le maintien de la proximité et les bases de sécurité qui vont se faire en fonction de réponses qu'on a eues de nos caregivers. S'ils ont été là à chaque fois qu'on était en souffrance psychique, en angoisse, en souffrance physique, en fatigue, en fièvre, etc., et que maman, papa, mamie, tati, la nounou, la grande sœur arrivent et nous font des gros câlins, alors on se dit « Waouh, la vie c'est cool ». En fait, à chaque fois que j'ai un problème, paf, j'ai toujours papa, maman, les autres qui sont là pour me sécuriser. La vie est belle et j'ai confiance en la vie. Mais je vous le dis, et vous le savez déjà, ça c'est une toute petite partie de la population. Regardez, dans les familles à risque multiple, 60 à 80% ont un attachement insécure. On sait que les enfants placés, par exemple à l'ASE en France, c'est 80% d'attachement insécure, dans la plupart des troubles de l'attachement désorganisés. Donc voilà, ça c'est le modèle opérant qu'on va avoir. Qui va tout expliquer. Donc je passe très vite parce que vous le connaissez comme moi. Ça c'est l'attachement sécure dont je viens de parler, moins de 40% de la population. Ça c'est l'attachement insécure évitant. Souvent, je réduis un peu, il faudrait passer plus de temps pour en discuter, mais c'est maman ou papa qui ne répondait pas, qui laissait le bébé pleurer. Il y a une maman qui me disait il n'y a pas longtemps, oui mais c'est pas de ma faute, c'est ma propre mère qui m'avait dit surtout n'y va pas quand il pleure, sinon tu vas plus t'en sortir après. Donc ce qui fait que je l'ai laissé pleurer pendant 2 heures. Ouais, pauvre gamin, ils avaient le temps d'être complètement paniqués, insécurisés pendant 2 heures, et ça fait des attachements insécures évitants. L'attachement insécure ambivalent, c'est quand, comme son nom l'indique, parfois, des fois elle vient pas. Exemple, une maman qui a une dépression du postpartum, qui est très dans c'est 5 à 10% des mamans, donc qui est très déprimée le matin, et dans cette dépression très endogène, le soir ça va un peu mieux. Elle va peut-être répondre mieux le soir, étonnamment, que très tôt le matin, où elle se sent complètement en panique, elle se sent incapable d'être maman, en souffrance psychique, dépressive, et une grosse partie des mamans en dépression du postpartum ne sont pas repérées seulement. Une maman ou un papa alcoolique, toxicomane, le matin il n'a pas encore trop consommé, il va être répondant, mais au fur et à mesure de la journée, il est dans un état d'alcoolémie ou de prise de ce que vous voulez, de pète ton crâne ou de protoxyde d'azote ou d'alcool, et qui va être en fin de journée plus du tout capable de répondre aux besoins et aux demandes de son enfant. Donc de temps en temps, cet enfant, il a des besoins auxquels il a une réponse, et à d'autres moments, personne ne vient le chercher. Et les plus graves, c'est les enfants qui ont un attachement insécure désorganisé. Là, c'est des traumas de vie, en fait, dès le départ. C'est les parents effrayés ou effrayants. Surtout parents effrayants, parents maltraitants depuis le départ.
Le bébé il est déjà effrayé par des bruits, par des douleurs, etc. Et non seulement il est déjà effrayé, mais il y a tout d'un coup le père ou le beau-père qui va arriver, qui va dire « Mais tu vas fermer ta gueule, ouais !» et qui va le secouer dans tous les sens. Ça, c'est l'enfant qui était déjà effrayé et qui est sureffrayé par la réponse totalement pathogène du caregiver. Et ça fait des enfants qui ont un attachement insécure désorganisé. On en voit énormément à l'ASE, des enfants qui ont ce problème d'attachement-là. Donc vous voyez tout ça pour dire, bon, je passe très très vite sur un côté aussi inflammatoire. Vous savez à quel point il y a eu des milliers d'études ces 20 dernières années. Autour d'aujourd'hui, on pense que le stress, aujourd'hui, est une maladie inflammatoire aussi. Et que si on ne soigne pas l'inflammation de nos patients, eh bien on ne peut pas les soigner. On sait aujourd'hui, par exemple, que la dépression est une double inflammation, cerveau-intestin. Et donc, il faut soigner le microbiote de nos patients dans la dépression. Hein, ça, on le sait. Regardez, l'inflammation chronique, elle s'explique par le stress chronique, elle s'explique par une surcharge pondérale, elle s'explique par une sédentarité, elle s'explique par une dysbiose intestinale. Et si on n'arrive pas à soigner tout ça, alors on n'arrive à rien. D'où ce que je vous présentais tout à l'heure à la clinique, l'idée de faire une nourriture anti-inflammatoire et de présenter ensuite aux patients, que ce ne soit pas que pendant la clinique, mais qu'on présente aux parents comment faire pour faire une nourriture anti-inflammatoire. Et parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir supprimer les maladies inflammatoires, dont les maladies psychiques. Les nouvelles stratégies thérapeutiques, pour finir, hein, dans les 5 dernières minutes qui me restent, c'est voilà, prendre en compte de manière logique par rapport à ce modèle que je vous présente, le tempérament. Hein, on va travailler autour de l'hypersensibilité émotionnelle du jeune, par des approches psychocorporelles, par des approches sur les émotions, par des approches méditatives, entre autres exemples. On va travailler à retrouver un attachement sécure pour ces jeunes. Il faut absolument travailler sur cet attachement sécure. À chaque fois que la personne bipolaire est chiante, entre guillemets, manipulatrice, elle vient juste nous dire « je reproduis inconsciemment cette insécurité que j'ai toujours vécue depuis mon début de vie. S'il vous plaît, occupez-vous de moi. Hein, » Sauf que ce n'est pas vécu comme ça par toutes les équipes, on l'a bien compris. Et il s'agit de cicatriser les traumas. Bien sûr. Donc stress et inflammation, on l'a dit, nourriture anti-inflammatoire. En gros, éviter les viandes rouges, les aliments ultra transformés, les sucres rapides, les graisses animales. Hein, une nourriture flexitarienne, hein, le fameux régime méditerranéen, par exemple, est un régime bien connu et qui a des vertus anti-inflammatoires. On va travailler le flow avec les patients, je vais vous en parler tout de suite. Beaucoup de sport. Le sport, très belles études qui montrent que le sport est très anti-inflammatoire. Hein, et le sport va faire un regain d'élan vital. Donc, ce qu'on va proposer à ces patients, c'est des soins séquentiels. Et des soins séquentiels souples. Parce que le vrai soin séquentiel, quand vous lisez les définitions, c'est, vous dites au patient, tu vas arriver du 12 décembre au 19 décembre, ensuite tu reviendras du 26 janvier au 4 février. Entre-temps, si tu es mal, rien à taper. Tu te démerdes ailleurs, nous on ne te reprend pas, on ne te reprend que le 26 janvier. Sauf que ça ne marche pas chez les borderline. C'est logique par rapport à tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Puisque ça veut dire que si vous ne répondez pas au patient qui est abandonnique, qu'est-ce que vous reproduisez? Vous reproduisez exactement tout ce qu'il a vécu dans son trouble de l'attachement depuis la petite enfance. C'est-à-dire il pleurait, il était super angoissé et maman n'était pas là. Si on n'est pas là quand la personne va mal, ça veut dire qu'on reproduit et donc on est pathogène. Et donc vous voyez, ce modèle de réflexion nous permet d'avoir un modèle de thérapeute à chaque fois pour le patient. Qu'est-ce que ça veut dire pour le patient quand on fait ça? D'où l'importance d'avoir un séquentiel souple. Le séquentiel, oui, ça va être programmé, mais évidemment, si le patient ne va pas bien et que la maman nous rappelle en disant ma fille va vraiment pas bien en ce moment, elle est à nouveau suicidaire, on ne va pas lui dire écoutez, voyez ailleurs, hein, nous on n'a pas de place, tant pis pour vous et tant pis pour elle. Non, on va se débrouiller pour pouvoir l'avoir avec la plus grande réactivité possible. D'où l'importance de notre organisation d'avoir un service qui permet cette réactivité. Un programme souple avec des patients qui sont acteurs principaux de leurs soins. Les mettre au centre. Ils ont besoin, ils ont tellement eu de carences affectives qu'il est très important de les mettre au centre. Et ce flow, hein, c'est la notion de flux qui est très intéressante. Un des grands psychologues qui a travaillé dessus depuis les années 80-90 aux États-Unis s'appelle Csikszentmihalyi. Ça, c'est imprononçable et c'est impossible de l'écrire sans faute d'orthographe. Mais c'est la notion de flux, c'est, vous savez, quand on est dans une activité qu'on aime, qui nous fait du bien, qui est assez répétitive et dans laquelle on est dans une forme d'auto-hypnose. La preuve en est, quand on est en flux, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Donc ça peut être avec son casque et écouter sa musique préférée, s'occuper de son potager, faire la cuisine, faire de la natation, ça peut être plein de choses le flux. Mais on va réapprendre aux patients en art-thérapie, par exemple, à être en flux.
Donc vous voyez cette notion de flux, il y a différentes notions qui est la concentration, la disparition de la distance, voilà, et on va travailler autour de tout ça avec le jeune. Fondamentalement, vous voyez, on est dans ce dit Yogananda, que je ne connais pas, qui est l'ambassadeur du yoga en Occident, mais j'ai bien aimé sa phrase, qui est, vous voyez, fondamentalement, être dans l'instant présent. Et cet instant présent, d'ailleurs, on va le voir dans plein de thérapies, comme la méditation pleine conscience, par exemple, où on est ici et maintenant. Quand on fait de l'EMDR, on est maintenant. Le mot maintenant, il revient tout le temps en EMDR. Qu'est-ce qui vient maintenant, quelle est voilà. Et on va être dans le ici et maintenant, dans la prise en charge de ces patients. On sait que le flow, que ce flux, va lutter contre quelque chose qui est dysfonctionnel. Ce qui est chez les patients borderline, c'est le réseau de mode par défaut. Et donc, on sait qu'on va réussir à remettre quelque chose qui va être un rééquilibre du cerveau. Je passe très vite sur la cohérence cardiaque. On va travailler là-dessus avec, par exemple, des logiciels, et c'est super intéressant. Ça, c'est un cœur en incohérence cardiaque, avec des pulsations, ça va n'importe comment. On réapprend aux patients à avoir un cœur en cohérence cardiaque, avec une légère tachycardie en inspiration, une légère bradycardie en expiration. Et on a des logiciels pour ça qui sont super bien faits. Il va devoir mentalement mettre en couleur une image, par exemple. Au plus il est en cohérence cardiaque, au plus il met en une image. C'est l'une des thérapies que réclament les patients, parce que c'est un jeu vidéo thérapeutique, et c'est génial. Donc vous voyez, en incohérence cardiaque, le cœur est complètement en pulsation désordonnée. On va réapprendre au cœur à être en cohérence cardiaque, et ça renvoie au cerveau un message d'équilibre entre sous-cortex et cortex. Entre ce que vous évoquiez tout à l'heure, Dr Slovak, c'est-à-dire un équilibre entre les amygdales et le cortex préfrontal. Donc ça, c'est un point important. Méditation, bien sûr. Prise de distance avec l'impulsivité, avec les émotions. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et enfin, bien sûr, j'ai envie de dire, travailler autour de la mémoire grâce à l'EMDR pour soigner les traumas du patient. On sait aujourd'hui, et on connaît, je vous fais en une minute, je vous explique l'EMDR. Cette thérapie par les mouvements des yeux. La mémoire, ce que vous êtes en train de mémoriser maintenant, vous le stockez de manière transitoire dans les hippocampes cérébraux. Ce soir, en sommeil paradoxal, vous allez le transiter, faire un coupé-déplacé vers les cortex frontaux pour une mémoire à long terme. Si vous intéresse, ce qui n'était pas intéressant, vous allez l'effacer. Cette nuit en sommeil paradoxal. Et en fait, le problème, c'est qu'on le sait aujourd'hui, on a des preuves par l'image de ce que je vous dis. Vous voyez cette étude-là, donc vous aurez les références. On voit que le soir, les zones activées, c'est les zones sous-corticales, et le matin, c'est l'image d'en haut. Le cortex préfrontal en particulier, tous les cortex se sont allumés. On voit qu'il y a un déplacement, sauf les deux images du bas, lorsqu'on a un traumatisme. Lorsqu'on a un traumatisme, c'est coincé dans le sous-cortex. C'est coincé de chez coincé, ça ne bouge plus. Et on sait aujourd'hui, vous devinez peut-être, que l'EMDR va reproduire le sommeil paradoxal qui n'a pas pu être fait au moment des traumatismes. C'est-à-dire qu'en faisant bouger les yeux de gauche à droite, on reproduit les mouvements des yeux qu'on a en sommeil paradoxal. D'ailleurs, les anglo-saxons appellent comment le sommeil paradoxal? Le stade REM, pour Rapid Eye Movements. Et donc, on s'est aperçu de manière fortuite, il y a quelques années, ça fait pas longtemps, qu'en faisant bouger les yeux, très probablement on réactive un système de sommeil paradoxal et qui fait qu'on va pouvoir cicatriser des blessures antérieures. En gros, le traumatisme, il est là. Et en mouvement alternatif, MA, on va petit à petit réussir à repasser vers le cortex frontal. On a aussi des preuves par l'image de ce que je viens de vous montrer. Pagani, en particulier à Rome, a développé, vous voyez, on voit que le traumatisme au départ, c'est sur l'image en bas à gauche. On a la zone chaude du cerveau qui est sous-corticale. Et à la fin de l'EMDR, eh bien, on a le cortex frontal qui se rallume. Ça marche pareil que la mémoire, et enfin on a décoincé le système mémoire. Et donc c'est, moi de toutes les thérapies, comme je suis un passionné de psychothérapie, je me suis formé à beaucoup de psychothérapie, je le dis souvent, mais de toutes les thérapies que j'ai pu pratiquer, celle qui a bouleversé ma pratique, c'est le MDR. Et ce qui est marrant, c'est qu'au départ, j'étais le premier goguenard et moqueur. Alors qu'est-ce que fait que cette connerie, bouger les yeux de gauche à droite pour soigner les gens? Même pas. Une porte now, comme disaient les jeunes, parce que là c'est complètement dépassé le truc. Oui, il faut être au courant quand on soigne des ados toute la journée, il faut avoir quand même quelques bases du langage ado. Mais vous voyez, cette EMDR, c'est vraiment formidable parce que c'est la première thérapie, nous dit Pagani dans son étude, qui a un effet neuroscientifique prouvé quelque part. Et enfin, ça c'est un point essentiel aussi, j'en passe vite, mais quand on a, si je vous dis, t'es un con,
Vous allez dire, attends, il est qui, lui, c'est qui ce mec-là? Encore un psy, quoi, ils sont tous starbés, ces psys. Il me dit, t'es un con, mais ça va, il ne me connaît même pas, pourquoi il me dit ça? Heureusement, on a un pare-feu, et que vous n'allez pas prendre cette insulte que je vous donne comme une vérité. En disant, mais sauf que cette insulte, on va la prendre quand on est en traumatisme. C'est-à-dire que quand on est face à un dominant, par exemple, un harceleur, un groupe de harceleurs, un gourou d'une secte, un conjoint pervers narcissique, un agresseur sexuel, eh bien, il arrive à éteindre par la peur qu'il engendre notre cortex préfrontal, et donc tout ce qu'on va dire à ce moment-là va s'inscrire directement dans le système limbique. C'est une croyance profonde. C'est par exemple dans le TCA, c'est très typique, la patiente qui a 12 d'IMC et qui va continuer à dire « je suis persuadé d'être encore une grosse vache ». Parce que c'est la phrase que m'ont dit mes harceleurs pendant des années en m'humiliant et en me traînant dans la boue dans l'école. Et c'est plus fort que la réalité. Elle sait très bien qu'elle a 12 d'IMC. Et pourtant, elle continue à se persuader qu'elle est... Parce que la croyance profonde est plus forte que la réalité. Et cette croyance profonde, si on dit à un enfant victime de maltraitance en même temps qu'on le traite « t'es qu'une merde », eh bien à ce moment-là, il est paralysé et son pare-feu, justement, est paralysé. Et donc, il va avoir dans sa tête « je ne suis qu'une grosse merde ». Et ensuite, inconsciemment, il va se comporter comme quelqu'un qui va tout autodétruire autour de lui. C'est quelqu'un d'intelligent et pourtant il se fait virer de l'école, il a encore retourné la table à l'école, il fait n'importe quoi. C'est ce que font beaucoup de patients borderline, détruire autour d'eux, d'être rejetés par tout le monde, à force d'être impulsif, hétéro-agressif. Mais c'est une croyance limitante profonde qui a été posée par les agresseurs. Et on peut l'enlever sur le plan thérapeutique. Avec le MDR par exemple, mais aussi d'autres thérapies. Je vous passe ça parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est des exemples qui sont parus dans la presse. Donc le MDR, c'est quelque chose d'incroyablement efficace. Donc vous voyez, supprimer les croyances limitantes, on va le faire en EMDR, en hypnose, en brain spotting. Donc l'attachement, on va pouvoir travailler ça en psychothérapie interpersonnelle, qui est une autre psychothérapie trop peu connue en France et qui est hyper efficace et qui se centre particulièrement sur les troubles de l'attachement. On va travailler en hypnose, en particulier en induction rapide. Ce n'est pas de l'hypnose ericksonienne que je pratique sur la clinique, mais c'est de l'hypnose, presque envie de dire, même si ça ne fait pas très thérapeutique, à la Mesmer. C'est-à-dire qu'on va endormir le patient, on le met en hypnose en 3 secondes. C'est dormir. Paf, le patient il part tout de suite en hypnose. C'est super rentable parce que ça permet de faire des séances de 10-15 minutes. Qui a 1h30 pour faire une vraie hypnose ericksonienne avec chaque patient? C'est vrai que ces nouvelles hypnoses sont super intéressantes. En hypnose, on va travailler le reparentage, travailler sur des lieux sécures, renforcer les nouvelles attaches, et c'est super efficace. Donc, conclusion, vous voyez, de toutes ces thérapies, c'est-à-dire qu'on va faire avec les patients des soins séquentiels et on va être réactif et sécure. Et vous voyez, l'énorme avantage qu'on a à la clinique Lautréamont, c'est qu'on va pouvoir prendre un patient à partir de l'âge de 12 ans par exemple et pouvoir le suivre potentiellement pendant 12-13 ans, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et donc il va pouvoir revenir en sécurité quand il en a besoin. Et ce sont des patients qui au départ sont complètement perdus, désorganisés, parce que souvent ils ont un attachement insécure désorganisé, et au fur et à mesure ils s'attachent à l'unité. Moi ça me rassure quand une tati, une maman me dit il me demandait tous les jours, vous savez ces derniers jours, quand est-ce que je retourne à la clinique? Et quand les enfants sont bien, et voilà, j'ai essayé de vous le montrer tout à l'heure, on fait tout sur la clinique pour que les patients s'y sentent bien, s'y sentent en sécurité, avec une équipe qui est là tout le temps, hyper présente. C'est pour ça aussi qu'on a des soins assez intensifs, comme je vous ai présenté, de plusieurs heures de soins par jour, entre psychomotricité, psychologie, psychothérapie, art-thérapie, équithérapie, etc. Mais ces soins sont réactifs, sécures, intensif dans le sens plusieurs heures de soins par jour et holistique. On prend le patient dans son ensemble, dans aussi une prise en charge somatique. On va travailler beaucoup le côté psychosomatique, dont l'alimentation. Je vous remercie beaucoup de votre attention.